Cet épisode a la durée du voyage pour aller magasiner à la maison de la course. Ici, on parle d'entraînement, de motivation, d'équilibre et tout ce qui nourrit notre passion pour la course. Je vous présente Coach Bill, curieux de la science derrière le sport. Il analyse les tendances et nous propose des stratégies pour courir de façon plus efficace et intelligente. Je vous présente Coach Isa, avec qui chaque foulée trouve son équilibre. Elle crée une connexion authentique avec nos invités, ce qui nous donne accès à des humains formidables et des histoires inspirantes. Que vous soyez sur bitume, en sentier ou bien à l'écoute chez vous, on est là pour vous aider à avancer. Embarques-tu avec nous pour une petite course? Ça fait quelques semaines, en se promenant sur les réseaux sociaux, sur Facebook en particulier, sur certains groupes, les gens commencent à poser des questions. Avec quoi vous courez? Avez-vous des crampons? Sortez-vous avec vos souliers de trail? Il y en a qui suggèrent d'en avoir 2 paires. Il y en a qui suggèrent absolument les crampons. On s'est dit, on va faire un épisode pour savoir quoi répondre exactement à ces questions-là. Mais avant de commencer dans le vif du sujet puis vous présenter notre invité, salut Coach Bill! Salut Coach Isaac, comment tu vas? Ça va bien toi? Très bien, merci. T'as-tu couru cette semaine? Oui, j'ai couru hier. Il faisait pas chaud, mais je me suis bien habillé. Écoute, on pourra en parler parce que je pense que je suis assez bien équipé. Moi, j'ai pas mal de stock puis un peu maniaque de bébelle, mais j'avais mon bon manteau d'hiver. J'ai fait une belle sortie, soleil, froid mais soleil. C'était cool, il n'y avait pas de vent, j'étais vraiment bien. Je me suis improvisé un trajet, là. J'ai coupé dans le bois quelque part pour accéder à une partie de la ville que normalement j'aurais fait un bon détour. Puis je me suis promené dans des rues un peu moins habituelles pour moi. Toi, tu couru cette semaine? Ben non. C'est drôle parce que c'est passé à peine 24 heures entre l'épisode de la semaine passée qu'on a enregistré puis celui-ci. Donc, j'ai pas parcouru un autre 400 ou 500 mètres à la marche. J'ai même pas eu l'occasion. Avant de commencer l'épisode, je voulais faire un petit retour sur des commentaires qu'on a eus, notamment sur le plan B pour un événement. Il y a Anne-Marie et Valérie qui ont commenté qui, eux, dès que ça sort, ils s'inscrivent parce qu'ils veulent être certaines d'avoir leur dossard. Puis, c'est une motivation pour eux d'avoir l'événement là, en ligne de mire pour driver vraiment tout leur entraînement pendant ces semaines ou mois là, dans le fond. Là. Puis mine de rien, il y en a plusieurs qui en parlent, les personnes avec qui j'ai couru beaucoup, notamment avec les demoiselles, qui ont plus nécessairement de plan de course. Fait qu'évidemment, quand on n'a pas d'objectif à long terme, c'est un petit peu plus facile de se la couler douce. Et justement, là, l'épisode sort aujourd'hui, 24 décembre. Fait que si vous n'avez pas fait encore vos cadeaux de Noël, dépêchez-vous, parce qu'il reste pas beaucoup de minutes avant de sortir les cadeaux dans dessous du sapin. Mais j'ai trouvé un article intéressant de Groupe Défi, qui sont ceux avec qui, d'ailleurs, moi, j'ai fait ma formation de coach de course à pied. Puis, il y avait des belles suggestions, on pourra en parler justement avec notre invité. Mais il parlait des bons bas pour la course, des lumières réfléchissantes, évidemment. Là, avec l'hiver, on en parlait là, dans la noirceur, c'est important d'être bien visible. Quelque chose un petit peu moins commun, mais un livre ou un film sur la course. Il y a effectivement beaucoup de bons films ou beaux films sur le trail, surtout, parce que d'après moi, un film sur la course sur route, c'est peut-être un peu plate à écouter. Oui, ça prend un petit contexte, je pense. Ça, ou de la course de 400 mètres sur une piste, là. Non, c'est ça. Un peu poche. Mais il y a des super beaux films de trail, puis je sais que souvent, il y a des soirées organisées, soit dans des cinémas ou des visionnements un peu plus, j'allais dire privés, là, mais avec des groupes. Fait que c'est une belle occasion aussi d'acheter un billet à quelqu'un qui aime ça pour aller échanger avec la communauté. Sinon, évidemment, là, les lampes frontales, etc. Une pièce d'équipement qui est peut-être pas super bien connue, qui sont des guêtres. Tu connais ça de ça? Non. Non. C'est une espèce de truc qui va pour couvrir la cheville. Parce que comme on court dans la neige, bien souvent les souliers la neige peut passer par-dessus. Fait que ça vient comme tout couvrir la cheville pour la rendre, j'oserais pas dire étanche, là, mais minimiser là, ce qui peut rentrer par le dessus du soulier. Ça doit couper le vent aussi? Ben oui, effectivement. C'est pour vrai, j'ai froid aux chevilles. Effectivement. Puis ben ok, si votre budget le permet, ben, ça peut être un super beau manteau de course ou une bonne paire de souliers. Ben oui. Pourquoi pas? C'est quelque chose, ça nous amène super bien à notre sujet principal avec notre invité qui est Frédéric Vien, qui est coureur aguerri. Moi, j'ai regardé un petit peu là, des événements passés. J'ai été impressionné. Et il est copropriétaire de la Maison de la course depuis quelques années déjà. Première question. Premièrement, bienvenue à Entre deux courses, Frédéric. Et est-ce que tu as couru cette semaine?
Merci pour l'invitation. Oui, j'ai couru cette semaine, là. Le programme est bien reparti là, pour les projets de course prévus au printemps. Fait que c'est une période un petit peu moins de volume présentement, puis un petit peu plus de vitesse pour du un peu plus court. Mais oui, la course va super bien ces temps-ci. Puis on a quand même on a eu un bel automne, puis un beau début d'hiver pour la course. Puis ça ressemble à quoi tes inscriptions de course justement pour l'année prochaine? On vient tout juste de s'inscrire, ma copine et moi, puis on y va avec un groupe aussi. Là, ça va faire la course des Pichoux au Saguenay début mars, le 8 mars, en préparation un petit peu là, pour le marathon de Boston là, qui va avoir lieu au mois d'avril. Fait que c'est des courses qui ben évidemment la distance ne se ressemble pas, mais ça se ressemble en termes de profil. Les deux, c'est des courses qui sont d'un point A à un point B avec un profil légèrement descendant, puis pour lequel il y a plusieurs pièges à éviter, là, c'est-à-dire de ne pas partir trop vite puis de ne pas se laisser aller dans les descentes trop fort là, pour pas écoper à la fin de la course. Fait que ça va ressembler à ça là, pour ce printemps. Ça va commencer vite, en fait. C'est surtout ça. Donc, il a fallu peut-être te qualifier pour le marathon de Boston. Oui, exact. T'as fait ça où? Je me suis qualifié à Toronto l'année dernière, donc en 2023, qui était comme le début de la fenêtre de qualification. Okay. Puis là, ben, le marathon que j'ai fait cet automne m'aurait requalifié ou va me qualifier pour 2026. Là. C'était le Petit Train du Nord? Oui, le Petit Train du Nord, début octobre, là, qui a été mon meilleur marathon là, jusqu'à présent. Okay. On va essayer d'aller battre ça à Boston. Félicitations. Merci. Fait que donc une première participation à Boston. Non, deuxième, okay. En fait, je l'ai fait en 2022. Puis, je pensais pas nécessairement me lancer là, dans des séquences. Là, j'ai plusieurs amis là, qui font Boston année après année. C'est pas mon objectif, mais là, ça se présentait avec d'autres amis. Il y en a certains qui voulaient y aller. Donc, ça a été le petit coup de pied qui me manquait là, pour me réinscrire. Là, je vais être le seul de notre petit groupe là, avec l'expérience de l'avoir déjà fait. Je pense qu'on va être comme 7-8 là, de notre club de course là, à aller faire le marathon. Très cool. Nous, le plus proche du marathon de Boston qu'on est allé, c'est d'aller sur la ligne de départ cet automne. On l'a vu peinturé dans la rue. Je trouvais ça très cool que ça reste là à l'année, dans le fond. Là. C'est comme mythique. Ah, puis au printemps, là, quelques jours avant, ils vont remettre une couche de peinture là, pour être sûr que ce soit là, frais. Là. Puis, petite anecdote, mais c'est drôle, les gens, là, les jours avant la course, quand ils vont récupérer leur dossard, ils vont souvent passer devant, puis là, ils prennent des photos avec la ligne d'arrivée et tout. Là, fait que, ouais, c'est bien spécial, cette ligne d'arrivée-là. Puis l'événement lui-même doit être vraiment spécial. Tu sais, on en parlait dernièrement dans un épisode quand on va participer à des événements qui sont plus grands, par exemple Ottawa, pas besoin d'aller se qualifier, mais là, quand tu es dans un événement où tu dois te qualifier, ça doit être vraiment impressionnant, la qualité d'athlète qu'il y a autour de toi, en fait, là. Il y a ça, mais le plus impressionnant, c'est vraiment les spectateurs. C'est que du début à la fin, c'est un mur de spectateurs, un peu comme à la fin à Ottawa, quand on fait comme le petit contour là, du petit canal, là, les 2-3 derniers kilomètres peut-être. Mais c'est comme ça du début à la fin à Boston. Il y a des moments où c'est tellement bruyant qu'on s'entend même pas respirer. Là. C'est vraiment particulier. J'ai déjà entendu qu'il y avait 500 000 personnes tout le long du parcours. Là. Évidemment, ça doit varier un petit peu là, selon la météo, mais même quand il fait pas beau, ils sont nombreux puis sont bruyants. Là. Fait, vraiment une belle expérience pour ça. Là. C'est ça comme une vedette pendant 42 km. Oui, exact. Wow. Puis t'as toujours quelqu'un avec qui courir, là. T'es jamais seul. Là. Peu importe ta vitesse, peu importe si ta course va bien, si ta course va mal, si tu dépasses des gens, t'es tout le temps entouré de coureurs aussi. Là. On en a parlé souvent à quel point les bénévoles ou même les spectateurs, c'est vraiment générateur de motivation ou du moins de, tu sais, ça donne du gaz pour continuer. On a ici à Trois-Rivières le demi-marathon des couleurs que j'adore, événement qui est super bien organisé, mais au cours d'un champ de vache. Tu es longtemps tout seul, puis ça n'a pas rapport avec, mettons, Ottawa, qui est le plus gros que moi j'ai fait, où justement il y a pas autant que ce que tu nommes à Boston, mais il y a beaucoup de monde. Là. Il y a du monde pratiquement tout le long. Là, puis c'est vraiment le fun d'avoir les gens qui se déplacent, qui ont pris le temps de faire des pancartes. Puis moi, je pense toujours aux bénévoles. C'est, OK, moi, quand j'ai passé, là, ça fait peut-être, je sais pas, 2 heures que la personne est là, puis elle va être là encore 3 heures sur le même coin de rue à encourager les gens avec la même vigueur à rester statique. T'sais, nous, on avance, on sent une progression, on bouge, on passe à travers diverses émotions, mais ces personnes-là sont sur le même coin de rue puis sont énergiques du début à la fin. Moi, ça me fascine.
Oh, ouais, Ottawa, c'est exceptionnel aussi, là. Dans le coin, c'est vraiment le plus le fun, là, à l'intérieur de 2-3 heures de route, là. Puis par rapport à, mettons, à Toronto que tu as fait? Toronto, c'est un beau marathon, c'est similaire en termes d'ambiance, mais je sais pas, Ottawa, il y a un petit quelque chose de plus, là. Ottawa, le défi, c'est toujours la date, je trouve, là. Il y a tout le temps l'enjeu de la chaleur qui est peut-être un peu moins à Toronto. Mais ouais, il y a peut-être un peu plus de charme à Ottawa, mais peut-être plus de risque de température moins favorable. Avant qu'on se lance dans les équipements, j'ai le goût de t'entendre sur la maison de la course. Un peu, c'est quoi, toi, ton parcours à la maison de la course? C'est quoi les magasins? Puis c'est quoi votre mission de la maison de la course? Oui, ben en fait, Maison de la course a ouvert en 2012. C'est Josée Prévost, la fondatrice, en fait, qui a ouvert la première boutique en 2012 à Mont-Saint-Hilaire. Moi, je suis originaire de Mont-Saint-Hilaire. C'est de là, dès l'ouverture, que j'ai connu là, la communauté de Maison de la course. En 2013, j'ai rejoint l'équipe à temps partiel comme durant mes études. Puis au fil de mes études, ben, je voyais ma passion de la course grandir, ce qui m'a permis de déjà m'impliquer un petit peu plus à temps partiel, mais d'en faire un peu plus via du coaching, un petit peu de gestion aussi de plancher, etc. Ce qui m'a amené à la fin de mon bac à me lancer là, à 100%, puis à devenir actionnaire en 2016. Entre-temps, il y a eu l'ouverture de la boutique à Sainte-Thérèse en 2015. Donc là, on a 2 boutiques, une sur la rive nord, une sur la rive sud de Montréal. Puis, notre mission, c'est vraiment de démocratiser la course, de favoriser la course pour tout le monde, tout le monde, tout le monde. On a des groupes d'initiation à la course avec les podcasts en virtuel que José donne qui sont ultra populaires, puis qui font en sorte que n'importe qui, n'importe où au Québec, puis même plus loin que le Québec aussi, peut débuter la course de façon sécuritaire, progressive, puis motivante aussi parce que ça vient avec une communauté. On a aussi un club de course à Saint-Hilaire. On a une communauté de coureurs à Sainte-Thérèse aussi. C'est vraiment là, notre mission première, c'est de faire bouger les gens, de les faire courir, de les faire marcher. Puis tout ça dans un esprit, j'aime dire, tout le temps un peu long terme, là, de ne pas voir juste le court terme, mais de voir un peu ce que le travail de la marche puis de la course peut faire à long terme, que ce soit pour la santé physique, la santé mentale, le bien-être en général. Moi, je pense que à partir du moment où on réussit à mettre la course dans nos habitudes de vie puis dans notre routine, le travail est fait. Puis après ça, ben d'aller se challenger sur des épreuves, d'aller se tester sur un 10 km, ben tout ça, c'est de l'extra, puis ça va faire partie de la motivation, puis ça va faire partie de ce qui nous drive, mais c'est vraiment de le mettre dans notre routine qui est comme le nerf de la guerre. Je trouve que tu le nommes bien, puis on a une mission en commun. C'est un peu ça qu'on fait avec le podcast. Puis je trouve ça intéressant comment tu amènes la marche, tu sais, sur un pied d'égalité avec la course, parce qu'il y a tellement de bénéfices. Il y en a qui peut-être vont craindre de faire le saut vers la course à pied, mais il y a une belle qualité physique à la marche aussi, là. Puis, tu sais, on en parle de temps en temps. On devrait le valoriser. Vraiment, puis j'ai quand même l'impression qu'on en voit de plus en plus des marcheurs qui veulent être bien équipés puis qui veulent le faire confortablement. Ils viennent nous voir, ils ont une bonne chaussure, un manteau pour être confortable même en plein hiver. Puis ça, c'est vraiment motivant aussi pour nous. Je fais un petit retour. Tu as dit que tu t'es investi un peu plus à la course pendant tes études. Puis, je t'ai entendu sur un autre podcast, ça m'a fait sourire. Comme quoi, au secondaire, t'haïssais la course parce que tout le monde haïssait ça, mais tu comprenais pas tant pourquoi, là? Ah ouais. Ça, c'est drôle que tu ramènes ça parce que j'en reparlais encore cette semaine. En fait, c'est pas tant que j'haïssais la course, c'est que je m'avouais pas que j'aimais la course. Puis ça aussi, dans les dernières années, c'est une des choses qu'on a le plus vu changer dans les communautés. Puis dans les écoles, maintenant, ils ont tous des groupes de cross-country, puis ils ont des petits clubs de course, puis c'est rendu cool de courir, puis c'est rendu libre à tous, puis c'est plus 4 perdus qui font ça, ou du moins, ils se font moins juger, j'ai l'impression, parce que moi, j'avais l'impression, puis peut-être c'est faux, ou peut-être ça ne se serait pas passé, mais j'avais l'impression que si j'avais dit « Hey, j'aime la course, puis je veux me lancer là-dedans et tout », ben ça aurait eu l'air un peu bizarre, puis il y avait pas personne qui faisait ça là, comme sport principal. Mais oui, j'aurais aimé ça commencer un peu plus tôt là, à courir sérieusement. Ben moi, au secondaire, je faisais partie de ceux qui haïssaient ça pour mourir.
Pour vrai, là. Ah ouais. Ça a été vraiment sur le tard que j'ai découvert que c'était une passion. Là. Ouais, c'est sûr que c'est pas le sport le plus ludique non plus. Puis, tu sais, je pense que de le pousser à 10 ans, 12 ans, ben, il faut que ça reste l'enfant ou le jeune qui décide qui veut en faire puis qui aime ça. Mais il y a des façons, justement, en faisant des équipes puis en rendant ça un petit peu plus, un peu moins individuel plutôt. Il y a des façons que ça reste le fun. Puis, surtout quand c'est des distances qui sont pas trop longues non plus. Parce que t'as raison, c'est éminemment un sport individuel, mais qui se pratique tellement bien en groupe, là. Mm-hmm. Ah oui, puis le sentiment d'appartenance aussi, c'est pas juste dans les sports d'équipe qui peut être créé, comme tu as dit, des groupes de course, puis de faire découvrir les événements aux jeunes, ça peut les amener à, ben moi j'ai comme objectif, comme un adulte là, de dire, ben moi je vais aller courir un 10, je vais aller faire Ottawa, je vais aller faire des événements plus grands, tu sais. Fait que ça peut amener une certaine motivation de goûter à ça plus jeune. Oui, s'ils ont goûté plus jeune, même s'ils prennent une pause durant les études, peu importe, après ça, rendu à 25, 30 ans, quand ils veulent se remettre en forme ou quoi que ce soit, ben ils savent que ça peut fonctionner, ils savent quoi faire, fait que de reprendre une paire de chaussures puis de recommencer graduellement, mais au moins ils savent que c'est une possibilité pour eux, tu sais. Pour lancer le cœur de l'entrevue, j'ai le goût de te parler un petit peu de notre expérience à nous, où on a visité la maison de la course à Saint-Hilaire, puis on a rencontré Martine. Ça a été tellement une belle expérience. Pour vrai, extra sauce à Martine. Elle a été une conseillère hors pair. On est arrivé là avec une certaine idée en disant on veut essayer des plaques de carbone, sors-nous des patentes, fais-nous essayer des affaires, fais-nous triper. Puis elle a pris vraiment le temps. Elle nous a sorti, je sais pas, 10-12 boîtes au total peut-être là. On en a essayé des souliers. Puis à chaque soulier, c'était regarde, essaye ça, tu me diras ce que t'en penses, ça c'est un peu plus ça. Puis on avait le temps, là, on pouvait prendre le temps de les essayer, puis d'essayer d'autres choses, puis tranquillement, on éliminait, elle nous ressortait d'autres affaires selon nos commentaires. Moi, j'ai trouvé que c'était une expérience de magasinage vraiment le fun. Tu sais, ça a été une activité en soi pour moi. Ben, merci pour le beau témoignage. Ce qui m'amène à la première question, en fait, parce que toi, tu t'y connais beaucoup, Billy, en équipement, t'aimes ça, tu t'intéresses aux caractéristiques de tout ce que tu touches par rapport à la course à pied. C'est pas mon cas. Moi, je vais m'intéresser à si je suis confortable, si ça a besoin de me tenir au chaud, si j'ai besoin de pas avoir trop chaud. Je sais pas si mon expérience aurait été la même si t'avais pas été présent, dans le fond, avec Martine pour lui poser tes questions, pour parler de telle chose. J'aurais pas nécessairement su quelles questions poser. Puis, suite à une réflexion, une question qui a été posée sur un groupe de course, la personne disait « Ouais, je suis allée magasiner à telle place, puis j'ai pas essayé beaucoup de souliers. Finalement, j'ai acheté une paire, puis je suis pas capable de les porter. Ça me fait pas. » Puis je me suis dit « C'est-tu nécessairement le vendeur qui était pas bon? On peut-tu être un mauvais acheteur de souliers? Tu sais, y a-tu des éléments qu'il faut apporter? À la limite, si le vendeur me pose pas des questions, y a-t-il des points que je devrais savoir à poser avant d'aller m'acheter des souliers? C'est vraiment une très bonne question, puis ça fait vraiment un beau lien avec un peu notre philosophie quand on conseille les coureurs, parce que à la base, ce qu'on veut, c'est de trouver le bon outil pour le projet de course de la personne. Donc oui, c'est le travail du conseiller de poser les bonnes questions, puis d'aller gratter, puis trouver un petit peu qu'est-ce que le coureur va avoir besoin, puis qu'est-ce qui peut être intéressant pour lui. Ça revient au conseiller au départ, mais non plus, il ne faut pas aller endormir le client avec ça, c'est fait en mousse de ci, de ça, puis tel pourcentage de retour d'énergie et toutes les caractéristiques techniques qui n'intéressent pas nécessairement grand monde au final, tu sais. Moi, tu peux le faire avec moi en masse, là. Tu peux te gâter, là. Oui, ça va, mais c'est la minorité quand même, tu sais. Je suis totalement conscient. Fait au final, de ramener à la réalité de la personne, puis ça va t'aider à atteindre ton objectif ou à compléter ton garde-robe de souliers, etc., pour aller faire une rotation, peu importe. C'est vraiment de rétrécir l'entonnoir vers le bon produit pour la personne, tu sais. Puis le bon produit, ben il y en a probablement plus qu'un. Après ça, ben c'est une question de confort. À confort égal, des fois, ça va être une question de look. Des fois, les personnes vont vouloir ben ça fait 4 fois que j'ai une paire de Brooks, j'aimerais ça essayer une autre marque. Tu sais, il y a plein de raisons après ça pour orienter d'un côté ou de l'autre.
Mais nous, on aime beaucoup d'expliquer le conseil chaussure comme un entonnoir. Puis, ben, quand le coureur arrive en magasin, ben, avant qu'on lui pose aucune question, ben, tout le mur est un potentiel. Puis, au fur et à mesure des questions puis des essais qu'on va lui faire, ben, on rétrécit notre entonnoir vers peut-être 1, 2 ou 3 modèles qui pourraient bien fonctionner. Si je veux m'acheter des souliers pour l'hiver, première question, est-ce que c'est essentiel d'avoir des crampons ou faut-il que je m'achète vraiment une autre paire vraiment spécifique pour l'hiver ou il existe un compromis quelque part entre les deux? Bon, là, ma réponse préférée, c'est ça dépend. Ouais, Ça dépend de plein de facteurs. Il y a plusieurs options. En fait, t'as nommé une bonne partie des options. On peut garder notre chaussure habituelle, accessoirisée avec un bon bas en laine mérino ou un bas imperméable. Même maintenant, il y a des bons bas imperméables qui sont pas trop épais et qui sont très, très, très efficaces. C'est sûr que plus on va vers une chaussure qui est imperméable en hiver, ça va être plus confortable, c'est sûr. Tu sais, ça garde la chaleur, ça coupe le vent. Puis si on pile dans de l'eau ou de la neige mouillée, ben on garde le pied au sec. Évidemment que c'est plus confortable. La chaussure cramponnée va être à privilégier quand on est sur un mélange de surface, un peu de neige, un peu d'asphalte, un peu de glace. C'est sûr qu'il y a une limite au crampon de caoutchouc sur la glace. Puis, ultimement, ben, on a la chaussure qui a tout ça, donc qui est imperméable, qui est cramponnée et qui a même les petits pics de métal. Là, c'est sûr que c'est peut-être un petit peu moins polyvalent quand on est sur une surface asphaltée très majoritairement. Là, on va vouloir peut-être préconiser la chaussure qui est juste cramponnée en caoutchouc, mais qui n'a pas les petits pics de métal. Donc, c'est sûr que dans un scénario idéal au Québec, on a plein de saisons à l'intérieur de la même saison. Fait que c'est sûr que d'avoir une chaussure ventilée quand il fait super beau, c'est essentiel. Une chaussure en Gore-Tex, ça devient très recommandé, mais c'est pas obligatoire. Puis une chaussure un peu cramponnée où on ajoute des petits pics, des crampons de métal sur un petit crampon en dessous de notre chaussure. C'est toutes des bonnes options, mais à l'intérieur d'une rotation de 2, 3, 4 paires de chaussures, ben là, on est capable d'avoir le bon pour les bonnes conditions aussi. Puis à la limite, admettons que je m'équipe de 3 paires. Dans tout ce que tu viens de nommer, je décide que j'en achète 3 paires. Je vais être capable de faire plus qu'un hiver avec mes souliers cramponnés, par exemple? Vraiment, souvent, les chaussures d'hiver, les gens font 2, 3, 4 hivers selon, évidemment, le millage qu'ils vont faire. Mais quand on court sur de la neige, ça l'use quand même un peu moins. Quand il fait très, très froid, le caoutchouc durcit un petit peu, fait qu'il va avoir tendance à s'user un peu moins. Fait que souvent, ce qu'on va voir, c'est le nouveau coureur va s'acheter sa chaussure, disons, au mois de mai. Puis là, il arrive au mois d'octobre, puis là, je me rends compte que j'ai besoin d'un manteau, j'ai besoin d'un pantalon, j'ai besoin de mon col, mes gants, etc. Je vais prioriser mes vêtements, mes accessoires. Peut-être le premier hiver va être fait avec la même chaussure, mais l'hiver d'après, je m'achète ma première bonne chaussure d'hiver. L'hiver d'après, ben peut-être que j'aime tellement ça, puis je veux pas me priver quand c'est verglacé, ben je vais m'acheter une chaussure avec des petits crampons de métal qui, celle-là, va peut-être durer 5, 6, 7 saisons. Quand on court juste sur de la glace ou de la neige avec, ça ne l'use pratiquement pas. Puis au final, ben c'est pas 100 km par semaine dans une chaussure avec des pics de métal là, qu'on va courir. Puis, tu vois, moi, je connais des coureurs qui avaient fait justement une addition là, des pics de métal, mais quelque chose une espèce de rubber là, qui s'ajoute par-dessus des souliers réguliers, disons, là, avec des pointes, avec des pics. Ouais. Puis, j'ai vu une expérience de quelqu'un qui, peut-être qu'il avait pas les bonnes pointes ou qui était mal placé, mais que ça avait fait des points de pression à des endroits pas plaisants en dessous du pied, puis qui s'était finalement blessé comme ça, là. Pour ce qu'on rajoute en dessous des chaussures, il faut vraiment s'assurer que ce soit pas trop épais, puis qu'il y ait vraiment beaucoup de caoutchouc. Fait que oui, il va y avoir des petits pics de métal, peut-être 10-12, mais faut que ce soit entouré de caoutchouc, puis que ce soit relativement mince. Souvent, on voit là, les grosses dents là, en métal. Ça, c'est vraiment juste pour un fond de neige, c'est-à-dire en course en sentier. Là, ça va être correct parce que quand on met le pied au sol, ben c'est soit de la neige durcie ou de la glace, donc le pic va pouvoir rentrer dans le sol. Mais si on est sur de l'asphalte puis des trottoirs, là, ça prend quelque chose qui est mince. Puis vraiment juste quelques petits pics de métal. Généralement, ça va être super durable parce que c'est en tungstène. Ça va être suffisant, puis ça va faire en sorte qu'on n'aura pas de point de pression en dessous du pied, justement, là.
pour faire du pouce sur ce que tu viens de dire, j'avais des crampons style du Costco là, que j'ajoutais sur mes souliers. Je pense que 3 fois sur 4, je finis avec mes crampons dans mes poches parce que ça m'énerve, là, ça me gosse, ça glisse, ça roule sur le soulier, puis pour vrai, j'ai pas une belle expérience, là. Il y en a qui ont un velcro, ça fait en j'avais sorte pas que ça, ça bouge un peu moins. Puis c'est sûr que l'avantage, c'est qu'au moins quand c'est tout petit, puis si on se tanne comme tu tannes, ben on le met dans les poches, puis c'est quand même pas trop dérangeant pour le reste de notre sortie. Puis toi, Billy, en fait, t'en as plusieurs souliers. Je peux en témoigner. Écoute, c'est une question que je voulais poser pour me rassurer, Frédéric. Combien de paires de souliers actives tu as? Ah non, il faut pas me demander ça. J'adore. Non, mais mettons mettons entre 150 et 200. Là. Ah non! Actives? Ouais, mais là, il faut que je les teste, les chaussures. Oh shit, ok, c'est non, cool, moi je hein? pensais que j'étais gêné de T'aimerais dire ça? 9, 10, moi. Non, mais là, ça, c'est des chaussures que j'ai chez moi, puis qui sont encore bonnes pour courir. C'est sûr que dans ma réalité d'acheteur, puis quand on voit les collections, ben il y a quand même beaucoup de nouveautés, beaucoup d'innovations, fait que c'est toujours pertinent de tester des nouveautés. Mais c'est sûr que c'est rare que j'ai réussi à venir à bout d'un modèle parce que j'ai couru 800-900 km avec. Ça arrive. Ça, c'est très, très, très bon signe. Ça veut dire que je les aime vraiment beaucoup. As-tu besoin d'aide? Mais, ouais, ben... Chose du quoi? Les gens de mon entourage diraient que j'ai besoin d'aide, oui. Présent, Pas dans le même tu m'appelles sens. quand tu veux. Mais sur une semaine, là, quand je cours, tu sais, dans une préparation marathon, là, disons que j'ai, tu sais, des fois je double dans une journée. Si je cours 8-9 fois dans une semaine, c'est sûr que ça va arriver des fois que j'ai couru dans 5-6 paires différentes, là. Mais finalement, ma question, Coach Bill, c'est est-ce que le fait d'avoir différents souliers, de courir dans du Gore-Tex, t'en as avec des crampons, je crois, ça fait-tu que tu as une meilleure expérience de course l'hiver, surtout? Ah, 100%. Moi, je dirais oui. J'aime ça faire une rotation de souliers. Tu l'as dit, j'aime les souliers. J'aime ça avoir des souliers, j'aime ça avoir du choix. Je me souviens de ma première expérience de magasinage de souliers d'hiver, c'est il y a 10 ans, où en fait, j'ai commencé à l'été. J'étais allé dans une boutique spécialisée, on m'avait fait essayer justement à 10, 12, 15 paires. Je fais comment? Waouh, c'est comme ça que ça choisit des souliers. C'est pas je veux telle couleur dans telle grandeur. Puis ça m'avait un peu ébranlé, mais ok, belle expérience, je me prête au jeu, c'est cool. Quand je suis arrivé au mois de octobre-novembre à peu près, je retourne dans la même boutique pour avoir des souliers d'hiver. Je dis, OK, je viens magasiner des souliers d'hiver. Le vendeur s'est étiré le bras, il a pris des Salomon Speedcross, il m'a dit, tiens, c'est avec ça qu'on court l'hiver. Oh, OK, il n'y a pas de choix. Non, tu sais, est-ce que j'étais dans une mauvaise boutique? Je pense pas, mais en tout cas, ma perception, c'est qu'à l'époque, peut-être qu'il y avait moins d'offres de disponibles. Ça a beaucoup changé. Ouais, hein? Tu confirmes? Oui. OK. Ouais. Ben, c'était ça. Puis c'est des souliers que j'ai détesté à mourir. Autant il était, puis je sais qu'il y en a qui sont en amour avec ces souliers-là. Là, moi, je veux pas les démoniser. Mon expérience à moi était pas positive. Même s'il était pas lourd, j'avais tellement un sentiment de lourdeur, puis j'avais pas de plaisir dans ces souliers-là. Quand j'ai découvert plus tard avec le temps là, qu'il y a eu plus d'offres, j'ai trouvé ça vraiment cool. Pour revenir à ta question, Isa, ben, tu sais, c'est pas tous les jours qu'on court vraiment ça glace non plus l'hiver. Fait que de sortir de temps en temps une paire de souliers d'été parce qu'on est sur l'asphalte, on est sur le béton, par exemple, au niveau des trottoirs. Moi, je trouve ça rafraîchissant là, de changer comme ça puis d'avoir des souliers. C'est un profil de souliers qui est moins agressif. On a un petit peu de feeling de légèreté puis de puissance versus un soulier très cramponné qui souvent va être un peu plus lourd. C'est plus tough, là. Ça a du tirant, puis tu sais, c'est ça. C'est comme quand on met notre heure à clous sur l'auto. C'est bruyant, ça gosse. Quand on met les mags avec les petits tires profil bas, c'est cool, c'est nerveux. Ben, c'est un peu le même feeling que j'ai au niveau de mes souliers de course. Fait que j'aime ça quand même les varier l'hiver, là. Ben oui, puis au final, de varier les chaussures, ça fait juste qu'on les a plus longtemps, mais si on les utilise jusqu'à leur fin de vie utile, le dollar dépensé par chaussure est équivalent. C'est juste qu'on a le bon soulier pour les bonnes conditions. Mais c'est ça qui est difficile aussi, tu sais, il y en a plusieurs, puis j'en ai quelques paires de souliers dans mon garde-robe que j'ose pas me départir parce que je les ai chaussés 5 fois
parce que je les ai essayés en boutique, puis oui, ça semblait faire, mais là, du moment que je suis partie courir, après 2-3 kilomètres, crime, ça, je viens les orteils engourdis, ou je sais pas, tu sais, je sens une bosse tout le temps quelque part en dessous de mon pied. C'est dommage qu'on puisse pas essayer les souliers plus que à longueur que le magasin le permet, tu sais. T'en penses quoi? Ben, effectivement, c'est pas une science parfaite. Il y a des choses qu'on peut faire en amont pour que ça arrive le moins possible. Le moins possible, mais ça reste qu'il y a toujours un certain risque. Je pense que les points les plus importants, c'est toujours prendre la mesure des pieds. Ça, des fois, les gens sont un peu surpris, là. Ah, mais ça fait 20 ans que je grandis plus des pieds, je connais ma grandeur. Mais on prend tout le temps de prendre la mesure des pieds. Ça nous permet en même temps de voir la largeur. Ça, de plus en plus, l'offre, elle est intéressante pour les gens qui ont des pieds un peu plus forts en largeur. Tu sais, on parle d'orteils qui engourdissent. Souvent, c'est lié à une chaussure trop étroite, que ce soit trop petit, trop serré, lacé, trop serré. Il y a aussi un peu là, d'éducation qui peut être faite de ce côté-là pour limiter les mauvaises décisions ou les décisions qui sont pas optimales plutôt. Puis des fois aussi de juste se laisser la possibilité de revenir à une paire après quelques mois. Notre pied change, des fois on est un peu plus fatigué, notre pied écrase un peu plus. Puis là, ben, on a pris un mois ou deux qui est un petit peu plus relax. On remet une chaussure qu'on n'était pas trop certain. Puis ben finalement, jusqu'à 10 kilos, je suis confortable. Puis je vais être capable de la porter une fois par semaine dans la prochaine année. Puis ça va être ma chaussure pour un petit jog relax. Ben peut-être que ça peut devenir une solution. Mais c'est sûr que d'essayer les chaussures plus que dans le magasin, ça devient difficile. Il y a des belles opportunités des fois avec les clubs de course. Je parle par expérience, là, notre club à Saint-Hilaire puis la communauté aussi à Sainte-Thérèse, ben, on a la chance d'avoir là, les compagnies qui viennent faire tester leurs souliers. Ça, c'est vraiment, vraiment génial. Là. Pendant 1 heure, pendant tout l'entraînement, en fait, les gens sont en mesure de chausser toutes les belles nouveautés puis de courir tout leur entraînement avec les nouveautés, justement, puis de tester comme il faut. Fait que ça permet un peu là, de les mettre en action un peu plus. Avoue que tu veux une invitation, hein? C'est quand? Ben moi aussi, j'aimerais ça. En fait, ben, c'est sûr que ça se prête plus l'été, là, mais dans notre dernière saison là, du Club des Pas Pressés, on a dû avoir une douzaine là, de démos de chaussures. OK, quand même. Wow. Ouais, C'est ouais, généreux. ouais. Vraiment, vraiment. Mais pour les compagnies aussi, quand Brooks, Oka, Asics, quand ils viennent faire tester les chaussures, c'est bon là, parce que ils voient aussi le feedback des coureurs, puis des fois, ils voient avec quoi les coureurs arrivent, puis hey, ben, tu devrais essayer celui-là ou celui-là, puis finalement, des fois, en milieu d'entraînement, les gens ils reviennent, hey, je veux tester les deux absolument, ils font moitié-moitié, puis après ça, ben, ça leur donne beaucoup de feedback, là. Fait que c'est vraiment un gagnant-gagnant pour tout le monde. Je reviens sur ce que tu as dit sur la grandeur, puis ça, c'est un message qu'on martèle justement ici, de prendre toujours un demi, un point, ou du moins de bien faire mesurer son pied, parce que c'est clair que les souliers qu'on porte dans la vie de tous les jours, puis nos souliers de course, c'est pas la même affaire. C'est clairement pas la même chose, puis ça prend de l'espace. Et j'ai sauvé des orteils de des gens, des ongles d'orteils en fait de des gens, juste en lui faisant prendre un point de plus. Des gens qui disent hey, je perds mes orteils en course. Hey, c'est pas normal. Non, pas les orteils, les ongles. Juste les ongles. Encore les orteils. Oui. On perd pas des orteils. On perd des ongles d'orteils. Mais ouais. Sinon, il y a vraiment un gros problème. Oui, non, ça sont vraiment très Arrête serrés. de courir. Quelque chose. J'ai envie de parler des fameuses chaussures avec les plaques de carbone. En fait, on est allé expressément pour ça à la maison de la course pour essayer les chaussures avec plaques de carbone. Ce qu'on avait discuté, j'avais en tête que j'avais pas un pace assez rapide pour profiter de la plaque de carbone, mais clairement, j'en ai acheté pareil. Puis j'ai pas envie de retourner à mes anciens souliers. Est-ce que c'est absolu, ça? C'est une vérité absolue? Il faut avoir un certain pace pour profiter de l'effet de la plaque de carbone? Non, puis ça a tellement évolué rapidement aussi, puis
Quand ça a commencé, là, 2019-2020, là, j'y vais de mémoire, là, tout était un peu nouveau, puis effectivement, ben, ça avait été pensé pour la vitesse. C'était des souliers qui étaient super légers. Au début, les gens disaient c'est bon pour 100 km maximum, après ça, ce sera plus bon. Là, finalement, oups, il y avait des modèles qui étaient un peu plus durables que d'autres. Fait que, encore la même réponse que tantôt, ça dépend. Il y a plusieurs types de chaussures avec des plaques de carbone, puis la plaque de carbone, c'est une caractéristique dans la chaussure, mais il y a la mousse, il y a la surface de contact de la chaussure qui va faire en sorte des fois qu'on va être plus ou moins stable. La mousse, plus elle est ferme, généralement, plus on va être stable dedans. Donc maintenant, la réalité, c'est qu'il y a des chaussures carbone qui peuvent fonctionner pour la très, très grande majorité des coureurs. C'est sûr que d'alterner entre du carbone puis des chaussures traditionnelles, c'est l'idéal. D'alterner entre deux chaussures, de toute façon, c'est toujours une bonne idée. On répartit le stress mécanique dans des environnements différents, ce qui est une bonne chose. Plus on court, plus d'alterner entre au moins deux modèles, c'est une bonne idée. Mais ce qu'on constate, c'est vraiment que c'est plus une question d'effort aussi avec le carbone. C'est-à-dire que quand on les met, puis que notre intention, c'est d'aller faire des intervalles, d'aller faire une sortie qui est un petit peu plus rapide, ou pour un jour de course, ben c'est là où on va bénéficier un petit peu plus du berceau du soulier qui est un peu plus agressif, du fait que dès qu'on touche le sol, ben on va avoir tendance à dérouler un peu plus facilement, puis à être poussé vers l'avant. Et un des points le plus importants, puis souvent qui est peut-être un peu négligé, c'est que c'est des souliers qui sont très, très, très légers. Plus c'est léger, plus ça va être performant. Donc, au final, on combine tout ça. Puis si on trouve un fit qui est confortable, qui est relativement stable, c'est-à-dire qu'on va pas déborder du soulier tellement qu'on l'écrase vers l'intérieur, si c'est confort et tout, ben oui, tout le monde peut au final en bénéficier, là. Moi, tu vois les miens que j'ai achetés, mon expérience, j'ai gagné énormément. Je m'en suis servi 3 fois à l'automne dans une fois pour les essayer juste en entraînement un midi. J'ai été fasciné de la vitesse que j'ai cherchée avec très peu d'efforts. Puis j'avais vu justement une étude qui avait été relayée par la clinique du coureur, comme quoi que certaines personnes avaient un bénéfice jusqu'à 11% d'économie ou de performance, et certains avaient une pénalité d'autant. Là. Donc pour certains, j'imagine, patrons de course, c'est pas nécessairement bénéfique pour tout le monde. Là. Ben, certains patrons de course. Il y a aussi, si ma mémoire est bonne, tout le monde avait les mêmes souliers aussi dans cette étude-là. Fait que c'est-à-dire que peut-être c'était juste pas le bon modèle pour ces personnes-là qui en ont moins bénéficié. Mais je sais que c'était beaucoup, beaucoup en lien au patron de course, puis un peu à l'historique de chaussures de la personne. De mémoire, plus la personne était habituée à une chaussure très, très mince, plus les bénéfices étaient marginaux. Mais je me souviens plus aussi c'était quoi le protocole par rapport au modèle qui était testé, là. Tu vois, moi, mon expérience, ça faisait 3 ans que j'essayais de battre mon record sur 5 km, puis tu sais, je travaillais quand même fort. Puis je suis arrivé cet automne avec ces souliers-là, avec mes plaques de carbone, les Saucony, pour un demi-marathon. Non seulement j'ai explosé mon temps sur demi, mais j'ai battu mon meilleur 10, puis j'ai battu mon meilleur 5 km à l'intérieur de mon demi. OK, clairement, là, pour moi, ça me fait bien, là. Ben oui, clairement. Effectivement, bravo. C'est rare qu'on fait un triple record personnel dans une même course. J'ai été tout autant surpris. Puis on se demandait, là, comme on parle d'hiver, de la plaque de carbone l'hiver, est-ce que ça a une incidence? On peut-tu les casser, les briser, les abîmer? Ils peuvent-tu venir trop raides ou c'est tout aussi pertinent? Ben, on va pas les casser, c'est juste que souvent, ça vient avec une empeigne qui est ultra ventilée, des semelles aussi qui sont, qui a très peu de caoutchouc. On parlait de la durabilité, ça reste que c'est pas pour nécessairement tous les modèles carbone, mais la très grande majorité des chaussures carbone vont être un peu moins durables. Fait que là, si en plus on les met dans des conditions il y a plein de sel sur notre piste cyclable, plus il fait froid, ben c'est sûr que ce sont un peu moins faciles à mettre dans notre routine en hiver. Mais si je parle par expérience, les belles journées d'hiver, quand il fait -2, -5, puis que la chaussée est dégagée, si j'ai une séance d'intervalle puis que je veux me gâter, là, ça va m'arriver de mettre les carbones quand même en hiver, là.
Puis par rapport à ça, tu dis, bon, mais je les ressors de temps en temps. Moi, à date, là, je les ai eus en fin de saison. Je les ai mis, comme je disais, un midi pour voir comment ça réagissait. Puis je me suis amusé à les laisser travailler. Puis c'était difficile de pas aller vite. Là. Ça, comme tu dis, là, ça me poussait littéralement ces souliers-là. Après ça, je les ai utilisés dans 2 événements. Mais tu sais, on veut pas les user, mais il faut quand même les mettre de temps en temps pour pas. Tu sais, je ne veux pas les mettre 4 fois par année. Il faut quand même, j'imagine que mon corps demeure habitué. Tu sais, comment tu intègres ça, des souliers comme ça de spécialité, dans une rotation de souliers pour rester juste à s'habituer, bien les connaître, puis pas les user pour rien, finalement? Ouais. Une bonne façon de les intégrer, si on commence du début, ça va être un peu comme tu as fait. C'est-à-dire qu'on va vouloir le mettre juste une sortie, une petite sortie relax qui n'est pas nécessairement associée à une séance d'intervalle. Après ça, ben le mettre dans une séance plus courte d'intervalle. Puis si on prévoit mettre la chaussure pour un marathon ou un demi-marathon, ben c'est sûr que de le porter au moins pour une longue distance, minimum une avant notre événement, ça c'est sûr. Fait que, selon les programmes, des fois les gens vont avoir, mettons, un 30 km à faire en prévision de leur marathon, puis des fois, il y en a un qui va avoir, mettons, un peu de vitesse spécifique marathon à l'intérieur. Ben ça, c'est un bon moment d'aller tester notre chaussure, s'assurer que tout va bien, qu'on ne fait pas d'ampoule, etc. Puis, ben après ça, si on est capable de le porter pour 30 kilos, ben tout porte à croire que ça va bien aller là, pour la suite du marathon. Puis après ça, ben quand le soulier est comme intégré à notre routine, puis qu'on est capable de le porter, ben ça peut être une fois ou 2 semaines, une fois ou 3 semaines, qu'on vient juste le ressortir une fois de temps en temps. Puis après ça, ben, de le garder vraiment pour les jours de course, c'est effectivement l'idéal. Ce que je vois de plus en plus aussi, c'est que des fois, le soulier, on va trouver que il est encore bon, mais il n'y a pas nécessairement le même rebond puis le même kick qu'au départ. Fait qu'à ce moment-là, des fois, les coureurs vont les garder principalement pour leur grosse séance d'intervalle. Puis pour leur jour de course, ils vont en intégrer un nouveau. Fait que ça va vraiment permettre là, de peut-être les tirer un petit peu plus. Des fois, il y a des gens qui se rendent quand même à 5, 6, 7, 800 km avec un soulier carbone, selon plein de critères puis selon plein de modèles aussi. Mais que les 300-400 derniers kilomètres de leur vie ben, aura été réservé à des entraînements plutôt qu'à des jours de course. Là. On parle de la plaque, mais les gommes, il y a eu une évolution phénoménale aussi là-dedans. Je me souviens de mes premiers où c'était des Skechers avec le Hyperburst, je pense, leur technologie avec de la gomme infusée. Et puis, la première fois que je les ai mis, je me promenais avec juste à l'intérieur au travail pour me rendre à courir. Puis je vais être comme arc, ça le fera pas, là. C'est instable. J'ai l'impression que je vais tomber en bas de mes souliers. Tu sais, c'est mou, ça n'a pas de bon sens. Mais une fois sous pression, ce qui revient un peu, Isa, à ce que tu disais, tu sais, ça prend une vitesse minimum. Une fois sous pression, il était très réactif. Puis j'avais plus du tout ce feeling-là, finalement, d'instabilité. Là. J'avais trouvé ça bluffant, je dirais. Là. Vraiment. Puis les mousses vont réagir différemment. Les mousses aussi, en fonction de notre patron de course, en fonction de la période de l'année. Je pense qu'on en a parlé un petit peu tantôt, mais l'hiver, quand il fait moins 10, ben il y a certains souliers qui vont avoir tendance à se raffermir un petit peu. Personnellement, il y a des souliers des fois que je trouve un peu trop mous en plein été, mais que durant l'automne, il fait un peu moins chaud, ou durant l'hiver même, ça devient des souliers que j'apprécie beaucoup dans ma rotation. Fait effectivement, ça varie énormément selon la mousse, selon le coureur, puis selon la période puis la saison de l'année. Là. Ça vaut-tu la peine d'investir dans une chaussure en carbone pour quelqu'un qui débute? Ben, je modifierais la question. C'est-à-dire que tout dépend de l'intention. Si ça fait partie d'un aspect de motivation ou de se dire ben ça c'est mes souliers que je vais dédier à mon premier 10 km, puis que ça a été choisi de façon cohérente là, c'est-à-dire que ça fonctionne bien pour ce coureur-là, puis il y a des souliers carbone qui sont moins intenses, là, si je peux me permettre l'expression, là, qui vont être un peu plus stables, qui seront peut-être pas les carbones les plus performants, mais qui vont fonctionner pour un plus grand éventail de coureurs. Évidemment, c'est pas nécessaire, là. C'est pas nécessaire pour un nouveau coureur, puis ce serait certainement pas le bon choix comme première paire de chaussures. Ça, c'est clair. Mais après ça, ben, c'est comme en vélo, quand on veut upgrader quelques composantes, ben, de mettre une chaussure de plus à la rotation,
Si c'est notre envie, ben pourquoi pas. Mais c'est certainement pas nécessaire ou obligatoire. Ouais, si ça sert d'effet de motivation, effectivement, c'est tout le temps une bonne chose. Je suis la première à avoir boycotté les équipements. Mes 3 premières années, pour vrai, j'y allais avec le plus simpliste possible. Puis je me disais, on peut courir avec n'importe quoi, on peut courir n'importe quand, n'importe où. C'est pas vrai que je vais dépenser une fortune en équipement, mais je dois admettre que ça fait quand même une différence d'être confortable dans ses souliers. Mais peut-être ouvrir la porte à d'autres questions qu'on avait à te poser dans d'autres équipements. Ça serait quoi des équipements qui sont sous-estimés, mais qui devraient être des essentiels pour les coureurs? Le soutien-gorge, souvent, pour les femmes, Oui. évidemment, là, mais ça, c'est quelque chose que les femmes vont avoir tendance à négliger puis qui ne devrait pas l'être. Fait que ça, un peu comme les souliers, c'est important d'être bien conseillé, de prendre le bon modèle confortable qui soutient bien puis qui est à la bonne grandeur aussi. Surtout un modèle qui est fait pour les impacts de course à pied. Fait que c'est pas des modèles de yoga ou des modèles sport, c'est vraiment des modèles course à pied. Sinon, pour ce qui est des vrais essentiels, ben tout est une question de perception, mais rapidement, on se trouve à penser au bas parce que d'éviter les ampoules, c'est quand même assez facile. C'est d'être bien chaussé puis d'avoir un bas, soit un bas technique ou un bas mérino, d'éviter le coton à tout prix. Fait que ça, c'est sûr que ça évite des irritants. Versus d'avoir un t-shirt un petit peu moins respirant, ben c'est rare que ça va nous blesser ou que ça va causer des réels problèmes. Là, c'est vraiment après ça une question de confort. Fait que des vêtements techniques ou en laine mérino, encore une fois, selon la saison. Puis après ça, c'est de suivre des grandes règles de justement quand l'automne arrive puis que l'hiver arrive, de pas s'habiller trop chaudement non plus, d'avoir des vêtements qui sont respirants, puis d'avoir les bonnes épaisseurs au bon moment de l'année. Après ça, ben, tout le reste, ça dépend un peu de nos motivations aussi, que ce soit la montre GPS, les écouteurs sans fil pour avoir nos podcasts préférés ou pour notre playlist de musique. Ben, c'est sûr que si ça ajoute un petit peu de motivation puis que ça fait qu'on va courir une fois de plus dans la semaine, ben, moi, je pense que c'est un bon point puis c'est à considérer à ce moment-là. Mais l'avantage à la course, c'est qu'on peut y aller graduellement. On peut y aller étape par étape puis se dire, ben, pour commencer, ça va être avec le minimum, puis au fur et à mesure, ben, je m'équipe tranquillement. À part les chaussures, tout le reste, ça dure vraiment très, très, très longtemps, puis on l'a pour plusieurs années. Oui, absolument. Puis comme dans tout sport, je suis d'accord avec toi, je pense que les chaussures, c'est important d'y prendre le temps, puis de choisir les bonnes. Puis dans tous les sports, je considère qu'il y a un minimum d'équipement de qualité à avoir pour apprécier le sport. D'avoir minimalement les bonnes chaussures dans lesquelles on est bien, ça fait toute une différence. C'est que longtemps, on a entendu que la course, ça prenait rien pour aller courir. Puis c'est vrai dans une certaine mesure, sauf que c'est moins cher que de s'équiper pour du ski alpin. Là. Puis au final, à part nos chaussures qu'on va renouveler une fois de temps en temps, le reste on l'a pour longtemps, c'est durable. Puis c'est transposable dans plein d'autres sports aussi. Là. Notre beau chandail, un peu de chaleur, là, des fois, les gens vont au restaurant avec ça. C'est rendu des vêtements qu'on peut porter aussi dans la vie de tous les jours. Là. En début, Isa te demandait comment je peux être un bon consommateur. Puis t'as nommé, ben OK, on va prendre la mesure de ton pied parce qu'on se fiera pas à ce que tu dis, la largeur, etc. On va te faire essayer plusieurs paires. Mais y a-tu des trucs quand même qui seraient importants que les gens partagent? J'ai-tu un historique de blessure? C'est quoi mon expérience de course? Amener mes vieux souliers, ça vaut-tu la peine ou pas? Absolument toutes ces réponses, en fait. Ça va faire partie de toute façon là, des questions qu'on va demander. Avec quoi est-ce que vous êtes habitué de courir? C'est quoi vos projets de course prochainement? C'est quoi votre historique de blessure, évidemment? Les chaussures, on aime toujours ça quand les gens les amènent. Ça fait en sorte qu'il y a moins de risques qu'ils soient tout mélangés, puis je cours dans... Des fois, ils nous nomment des modèles qui n'existent pas ou quoi que ce soit, versus quand on l'a, on a vraiment la preuve. Puis non seulement ça, ça permet de voir... Des fois, on voit tout de suite, juste la façon que la chaussure est usée. On va voir si elle était trop étroite pour le pied du coureur. Des fois, en dessous aussi, juste l'usure, ça va nous permettre de dire ça se peut-tu que tu aies un peu les mollets tendus ces temps-ci parce que
ton devant de chaussure, là, il est tout super, super usé, là, comme si tu poussais avec tes orteils un petit peu trop. Bref, il y a plein de choses là, que ça nous permet de voir. Fait que c'est sûr qu'on aime toujours ça quand les gens apportent leurs anciennes chaussures. Il y a des belles histoires sur des semelles de chaussures. Vraiment. Puis, des fois, j'aime ça prendre comme un petit temps d'arrêt aux gens qui nous apportent leur... Des fois, ils vont me dire, ça fait 1 an que je cours. Puis là, ils nous montrent leur chaussure. Puis la chaussure est finie, là. Puis là, ils sont comme, ben, bravo, t'as passé au travers de ce soulier-là, tu sais. Il a donné tout ce qu'il avait à donner, tu sais. C'est le fun, là. La première chaussure qu'on passe barre en barre, là, c'est motivant pour la suite, là. Ça veut dire qu'on est sur une bonne lancée, là. Vraiment. Tu gardes ta première paire de chaussures usées à la corde. Mais je trouve ça vraiment le fun, tu sais, que vous prenez le temps de faire ça, de prendre la chaussure, puis de trouver des petites erreurs, entre guillemets, là, de patron de course en lisant sous la chaussure. C'est comme lire les lignes de la main. Vous lisez sous la chaussure. Les semelles de chaussures. Hey, je ferai un petit crochet vers comment s'équiper en trail. Moi, j'en ai jamais fait. Ça fait une couple de fois que j'en parle. Je veux le tester. Ça serait quoi les musts pour commencer, mettons? Ben, si on commence par les souliers, un soulier de trail va généralement être plus cramponné. On en a parlé tantôt. Ça peut être une bonne façon aussi de commencer la course en hiver pour les coureurs en trail. Ils vont pouvoir utiliser leur soulier de trail là, dans des conditions urbaines quand c'est partiellement enneigé parce qu'on a un peu plus d'adhérence. On va avoir un soulier de trail va être aussi différent au fait que l'empeigne va être généralement un peu plus solide, c'est plus serré pour éviter qu'une racine vienne déchirer l'empeigne, une roche. Il va y avoir plus de protection souvent aussi au niveau des orteils. Puis, des fois, même une protection là, à l'intérieur de la semelle pour éviter que les roches pointues là, nous fassent des points de pression en dessous des pieds. Fait que ça, c'est pour le soulier. Après ça, l'équipement, ça va être assez similaire à la course sur route. C'est juste qu'on va considérer des fois une durée qui est un peu plus longue, puis un petit peu plus de matériel ou de bouffe à transporter. Fait que des fois, notre système d'hydratation, que ce soit notre veste ou notre ceinture, ben ça va être dans le but de loger un peu plus grand, d'être capable de peut-être mettre notre petit manteau coupe-vent si on arrive en haut du sommet puis qu'on fait face à beaucoup de vent ou une pluie qui n'était pas attendue, ben c'est sûr que si on est en nature, on va peut-être vouloir avoir un petit peu plus d'équipement ou d'être sûr de transporter toujours son téléphone, peut-être une petite trousse de premiers soins, etc. Maintenant, il y a des petits kits là, qui sont mini qu'on peut mettre dans notre veste d'hydratation. Fait que c'est juste de considérer qu'on a besoin peut-être de transporter un tout petit peu plus de matériel. Mais pour ce qui est du reste, si on part faire un marathon ou un entraînement de marathon, on va vouloir transporter nos 2 bouteilles d'eau ou notre veste d'hydratation, etc. Ben, c'est un peu le même principe là, pour la course en sentier. Donc, au final, c'est quand même assez accessible, puis on peut aller tester, voir si on aime ça de façon assez raisonnable, là, avec pratiquement le même matériel auquel on est habitué de courir là, en course sur route. Ben, t'as parlé de veste d'hydratation. Justement, il y avait une question sur un des groupes de course. Puis ça m'arrive aussi quand on va courir l'hiver avec le sac d'hydratation, le tuyau gèle. Le seul truc que j'ai trouvé, c'est que je le rentre comme dans mon manteau, mais c'est tout le temps compliqué quand je veux prendre une gorgée. Mettons, là, faut tout le temps que je sorte le bout, là. Pas que la paille gèle. T'as-tu d'autres trucs? Ben, de la vodka, ouais, ça gèle pas. Vodka, ça... Ah non! Bon, ça veut dire que... Je pensais pas que tu irais là. Était pas si original. Ça a eu de la suite, les gars. C'est décidé. En fait, les vestes, de plus en plus, c'est rendu 2 bouteilles versus la poche avec la paille. Il existe encore les 2 options, là, mais de plus en plus, les vestes vont venir avec les 2 bouteilles de 500 ml à l'avant. C'est un peu plus facile là, de mettre le manteau par-dessus si notre veste n'est pas trop grosse ou n'est pas trop remplie. Mais comme vraie façon d'éviter que ça gèle, c'est pas mal la seule. Là. C'est que ce soit vraiment en dessous du manteau plutôt qu'à l'extérieur. C'est sûr que d'avoir des boissons d'électrolytes, ça va juste retarder un petit peu là, la température de gel parce que vu que c'est un peu salé. Là. Mais au final, s'il fait très, très froid, même si on a mis des électrolytes, si c'est en dehors puis que c'est accessible au froid puis au vent, ça va geler. Là. Il n'y a pas de meilleure stratégie. Yeah. Le plus près possible du corps puis de mettre le manteau par-dessus, ça évite que ça gèle. C'est bon.
Là, il y a le truc de Coach Frank qui fait sa course sur le Mont-Royal puis qui arrête de prendre un café à mi-course. Fait que t'arrêtes de prendre ton café, tes bouteilles de gel, puis tu repars pour la suite. Bon plan. Et voilà. Hey, dis-moi, toi, comme acheteur aux 200 paires de souliers, moi, j'ai vu les tendances là, partir des souliers minimalistes ou tu sais, les Five Fingers de Vibram où il y avait rien en dessous du pied. Là, on est rendu avec des Hoka qui a 4 pouces de gomme puis des plaques de carbone. Qu'est-ce que tu entrevois, toi, ou qu'est-ce que tu pressens là, qui s'en vient de hot en course? Que ce soit au niveau des souliers ou d'autres choses, là, y a-tu des innovations intéressantes à regarder? Présentement, là où il y a le plus de développement, puis en passant, il y a encore un peu, il y a encore de tout, là, tu sais, on a encore évidemment, c'est moins une grosse sélection que par le passé, mais on a encore une sélection de chaussures un peu plus minimalistes ou du moins qui ont des tendances minimalistes. Donc, il y a encore des fournisseurs qui en offrent. Les tendances actuellement, ben, ça continue à être dans les chaussures de performance. Ça, on voit vraiment l'engouement, mais dans la chaussure de performance polyvalente, si je peux dire. C'est-à-dire qu'on va avoir un certain rebond, des fois des plaques soit en nylon, soit en carbone, mais qui vont avoir une durée de vie qui va être un peu plus grande, puis qui sera peut-être pas nécessairement la chaussure la plus performante du mur, mais qui va nous permettre de faire nos intervalles, qui va nous permettre de faire nos longues sorties avec, puis d'avoir vraiment un plaisir qui est similaire à une chaussure full carbone, ultra performante, mais pour un prix un petit peu moins cher, puis pour une durée de vie qui est beaucoup plus grande aussi. Fait que la polyvalence dans les chaussures de performance, là, c'est ce qu'on voit le plus là, présentement. Puis un petit segment aussi vraiment intéressant, puis qui fait le lien vers un peu la nouvelle vague de coureurs. Il y a eu une grosse vague de coureurs là, durant la pandémie qui se sont mis à la course pour vraiment pour être en santé, pour sortir dehors, prendre une pause du télétravail, peu importe les raisons. Ces coureurs-là étaient peut-être un petit peu moins focus sur la performance, puis vraiment sur la santé, sur décrocher, puis prendre l'air. Puis là, ce qu'on est en train de voir un petit peu, là, c'est un soulier qu'on appelle beaucoup Door to Trail. C'est-à-dire qu'il va avoir un tout petit peu de crampons, mais qu'il n'y a pas assez de crampons pour être dérangeant sur de l'asphalte. Donc, eux, les fournisseurs vont appeler ça des souliers de gravel. Fait que c'est vraiment l'idéal pour aller faire un petit sentier aménagé, un peu de trail, mais pas de la trail ultra technique, puis aussi d'aller faire notre 5 km dans le quartier, sur des trottoirs puis sur l'asphalte. Fait que vraiment comme un espèce d'hybride. Ça, c'est un segment en course à pied là, qui va être appelé à grossir dans les prochaines années. Est-ce que tu as, juste pour référence, là, mettons, quelques modèles à nous donner qui sont dans cette catégorie-là? Il y en a plusieurs qui vont sortir au printemps. Présentement, il y a Kraft qui ont déjà commencé à en faire. Là, tu sais, par cœur, les modèles du printemps, je sais que Salomon va avoir un modèle super intéressant, qui vont avoir une semelle un peu hybride. Kraft aussi, comme je disais. On aussi en a un modèle intéressant qui permet de faire un peu de tout. Tranquillement, ça prend de l'expansion. Là, chaque compagnie là, est en train de développer un peu là, ses caoutchoucs là, qui est assez durable pour de l'asphalte, mais qui donne assez de traction pour des sentiers pas trop techniques. Puis j'ai le goût de te demander, c'est quoi, toi, ton soulier coup de cœur? La façon que je le sais, c'est à la fin de l'année, généralement le soulier qui a le plus de millage ou quand je suis obligé de racheter un soulier, la même génération, ça c'est vraiment un signe que je l'ai tellement aimé que je suis passé au travers puis que j'en veux un autre. Fait que le dernier modèle pour lequel ça m'a fait ça, c'est le Hoka Skyflow, qui est un modèle entraînement avec une mousse relativement dynamique, là, mais quand je sais pas quoi mettre, je mets ce modèle-là. Pour moi, ça fonctionne bien. Puis tu sais, tu dis ça, là, puis là, j'ai envie de vous poser la question à vous deux. Qu'est-ce que tu te poses comme question à dire, je vais te choisir telle paire de souliers ou telle paire de souliers? Pour vrai, je verrais pas quoi, là. Je verrais pas quelle question me poser. Je regarde la couleur. OK. Ça fait-tu que la couleur du ciel actuellement? Voilà. Moi, perso, en tout cas, c'est qu'est-ce que je m'en vais faire? Donc, à la base, est-ce que je m'en vais faire un jog de récupération relax? Est-ce que je m'en vais faire des intervalles? Est-ce que je m'en vais faire une sortie longue ou est-ce que je m'en vais courir en trail? C'est à peu près comme les options là, qui
qui sont récurrents dans ma routine. Puis après ça, je vais intégrer d'autres critères qui sont est-ce que ces temps-ci, je cours beaucoup puis je me sens un peu fatigué? Là, à ce moment-là, je vais être un petit peu plus conservateur. Je vais mettre un soulier peut-être un peu plus structuré dans lequel je sais que je reste stable même avec la fatigue. Ou est-ce que ces temps-ci, je me sens super bien, j'ai l'impression que je suis vraiment en forme, ben je vais peut-être des fois me permettre d'avoir de quoi d'un petit peu plus réactif, un peu plus dynamique. Et il y a la considération de juste j'ai envie de tester ce nouveau modèle-là. OK, c'est bon. Ben, je suis à peu près dans la même chose. Je te dirais, moi, je regarde mon règle de souliers le matin là, pour qu'est-ce que j'apporte pour courir sur mon heure de dîner. Puis c'est un peu ça aussi, dépendamment du type de sortie, comment je file. Tu sais, j'aime beaucoup alterner. C'est bien rare que je vais courir 2 journées de suite avec le même soulier. Je vais les alterner, ne serait-ce que pour être sûr qu'ils sèchent bien mes souliers puis qu'ils soient reposés eux autres aussi. Mais je vais être prudent, par exemple, mettons, ça va un petit peu dans l'axe de ce que tu as dit, mais je vais pas prendre mon soulier de performance si je sais que je suis un petit peu fatigué. Parce que quand je les mets, les fils se touchent, puis c'est sûr que je vais plus vite. Fait que je suis mieux. Ah non, je vais y aller avec un soulier un petit peu plus conservateur. Et puis, de par le temps, je me suis rendu compte aussi que là, c'est stabilisé, mais j'ai eu une condition où j'avais quelque chose au bas du dos, une hernie discale, puis qui était symptomatique pendant plusieurs années où j'ai couru. C'est plus le cas. Puis généralement, ce qui était quand elle était symptomatique, ça m'aidait d'avoir un soulier un petit peu plus minimaliste. J'allais chercher un soulier qui était avec moins de rebond, plus près du sol. Probablement que ça me forçait juste à avoir une foulée peut-être un petit peu plus protectrice, conservatrice. Ouais, c'est ça, frapper moins fort. Puis ça a l'air contre-intuitif. Tu dis, ben non, mais mets-toi de la gomme pour justement le protéger. Mais non, c'était vraiment plus efficace quand j'allais chercher un soulier près du sol. Puis je me sentais mieux. Puis juste le fait d'avoir bougé mon dos, puis comme tu dis, pas avoir frappé trop fort au sol, pas avoir été trop intense, c'était pertinent. Fait que c'est un peu tout ça, là. Ce que j'ai le goût, puis je niaise pas tant que ça, là. Ah ouais, ils sont beaux, j'ai le goût de les mettre là aujourd'hui. ça arrive. Y a-tu un segment ou un bout que tu aurais voulu nous partager ou on a pas mal fait le tour de ce que tu voulais partager à nos auditeurs? Ben, je pense que c'est quand même un très beau tour d'horizon, en fait, qu'on a fait. Je réitère, l'important, c'est vraiment déplacez-vous dans votre boutique spécialisée la plus proche, puis allez vraiment aller tester, aller poser des questions. Puis ça va juste faire en sorte que la communauté de coureurs au Québec va être plus dynamique puis plus en santé. Puis au final, ben, d'aller encourager vos boutiques locales, c'est la meilleure façon d'avoir un bon conseil lors de votre prochain achat. T'sais, j'oserais dire que on peut avoir du bon conseil en grande surface. C'est pas exclusif aux petites boutiques, mais sincèrement, si vous l'avez jamais fait, l'expérience d'une boutique spécialisée, c'est tellement différent. Moi, je trouve ça vraiment plaisant. Puis, j'oserais dire, même moi qui est de Trois-Rivières, je trouve que ça vaut le déplacement à la Saint-Hilaire, à la maison de la course pour aller l'essayer. On a eu des conseils qui étaient incroyables, puis c'était plaisant. C'était une activité en soi pour moi d'aller magasiner des souliers. Frédéric, t'avais-tu une plug pour les auditeurs cette semaine? Ben, en fait, en terminant, je vous inviterais juste à vous inscrire à une course, vraiment en parler à vos amis, puis de juste vous lancer un beau défi pour la prochaine année qui s'en vient. Je pense que c'est une des meilleures façons de commencer l'année en force puis de rester motivé pour les mois qui s'en viennent. Y avait-tu déjà quelqu'un qui avait plugué la course elle-même? Hey, je pense que non. Yes, j'aime ça. Puis comme tu l'amènes, je trouve que c'est très, très cohérent avec la mission de la maison de la course que tu as nommée au départ. Ben, plugger la course, c'est sûr que ça va rallier tout le monde. Ouais. Sur ça, qu'est-ce qu'on dit à nos auditeurs? Bonne course tout le monde! Si t'as aimé cet épisode, prends le temps de le partager autour de toi. Abonne-toi sur ta plateforme préférée pour ne pas manquer les nouveaux épisodes qui sortent chaque mardi. Puis tant qu'à y être, laisse-moi un petit commentaire puis un 5 étoiles, c'est toujours apprécié.